essentiel dans les mœurs, dans les ouvrages d'esprit et dans la musique, fondés sur l'ordonnance, la régularité, la proportion, la justesse, la décence, l'accord, qui se remarquent dans une belle action, une bonne pièce, un beau concert, et qui font que les productions morales, intellectuelles et harmoniques sont une. Un beau naturel qui n'est autre chose dans les mœurs que l'observation du beau essentiel dans notre conduite, relative à ce que nous sommes entre les êtres de la nature, dans les ouvrages d'esprit, que l'imitation et la peinture fidèle des productions de la nature en tout genre, dans l'harmonie, qu'une soumission aux lois que la nature a introduites dans les corps sonores, leur résonance et la conformation de l'oreille. Un beau artificiel qui consiste dans les mœurs à se conformer aux usages de sa nation, au génie de ses concitoyens, à leurs lois, dans les ouvrages d'esprit, à respecter les règles du discours, à connaître la langue et à suivre le goût dominant dans la musique, à insérer à propos la dissonance, à conformer ses productions aux mouvements et aux intervalles reçus. D'où il s'ensuit que, selon le père André, le beau essentiel et la vérité ne se montrent nulle part, avec tant de profusion que dans l'univers. Le beau moral que dans le philosophe chrétien et le beau intellectuel que dans une tragédie accompagnée de musique et de décoration. L'auteur qui nous a donné l'essai sur le mérite et la vertu, Shaftesbury, rejette toutes ces distinctions du beau et prétend avec beaucoup d'autres qu'il n'y a qu'un beau dont l'utile est le fondement. Ainsi, tout ce qui est ordonné de manière à produire le plus parfaitement l'effet qu'on se propose est suprêmement beau. Si vous lui demandez « Qu'est-ce qu'un bel homme ?» il vous répondra que c'est celui dont les membres bien proportionnés conspirent de la façon la plus avantageuse à l'accomplissement des fonctions animales de l'homme. L'homme, la femme, le cheval et des autres animaux, continuera-t-il, occupent un rang dans la nature. Or, dans la nature, ce rang détermine les devoirs à remplir. Les devoirs déterminent l'organisation, et l'organisation est plus ou moins parfaite ou belle, selon le plus ou le moins de facilité que l'animal en reçoit pour vaquer à ses fonctions. Mais cette facilité n'est pas arbitraire, ni par conséquent les formes qui la constituent, ni la beauté qui dépend de ces formes, puis descendant de là aux objets les plus communs, aux chaises, aux tables, aux portes, il tâchera de vous prouver que la forme de ces objets ne nous plaît qu'à proportion de ce qu'elle convient mieux à l'usage auquel on les destine. Et si nous changeons si souvent de mode, c'est-à-dire si nous sommes si peu constants dans le goût pour les formes que nous leur donnons, c'est, dira-t-il, que cette conformation, la plus parfaite relativement à l'usage, est très difficile à rencontrer. C'est qu'il y a là une espèce de maximum qui échappe à toutes les finesses de la géométrie naturelle et artificielle et autour duquel nous tournons sans cesse. Nous nous apercevons à merveille quand nous en approchons et quand nous l'avons passé, mais nous ne sommes jamais sûrs de l'avoir atteint. De là cette révolution perpétuelle dans les formes où nous les abandonnons pour d'autres, où nous disputons sans fin sur celles que nous conservons. D'ailleurs, ce point n'est pas partout au même endroit. Ce maximum a dans 1000 occasions des limites, plus étendues ou plus étroites. Quelques exemples suffiront pour éclaircir sa pensée. Tous les hommes, ajoutera-t-il, n'ont pas la même force d'esprit. Ils sont plus ou moins patients, plus ou moins instruits. Que produira cette diversité? C'est qu'un spectacle composé d'académiciens trouvera l'intrigue d'Héraclius admirable, et que le peuple la traitera d'embrouillée. C'est que les uns restreindront l'étendue d'une comédie à 3 actes, et les autres prétendront qu'on peut l'étendre à 7, et ainsi du reste. Avec quelque vraisemblance que ce système soit exposé, il ne m'est pas possible de l'admettre. Je conviens avec l'auteur qu'il se mêle dans tous nos jugements un coup d'œil délicat sur ce que nous sommes, un retour imperceptible vers nous-mêmes, et qu'il y a 1000 occasions où nous croyons n'être enchantés que par les belles formes, et où elles sont en effet la cause principale, mais non la seule de notre admiration. Je conviens que cette admiration n'est pas toujours aussi pure que nous l'imaginons. Mais comme il ne faut qu'un fait pour renverser un système, nous sommes contraints d'abandonner celui de l'auteur que nous venons de citer, quelque attachement que nous ayons eu jadis pour ses idées. Et voici nos raisons.
Il n'est personne qui n'ait éprouvé que notre attention se porte principalement sur la similitude des parties dans les choses mêmes, où cette similitude ne contribue point à l'utilité, pourvu que les pieds d'une chaise soient égaux et solides, n'importe qu'ils aient la même figure, ils peuvent différer en ce point sans en être moins utiles. L'un pourra donc être droit et l'autre en pied de biche, l'un courbe en dehors et l'autre en dedans. Si l'on fait une porte en forme de bière, sa forme paraîtra peut-être mieux assortie à la figure de l'homme qu'aucune des formes qu'on suit. De quelle utilité sont en architecture les imitations de la nature et de ses productions? À quelle fin placer une colonne et des guirlandes, où il ne faudrait qu'un poteau de bois ou qu'un massif de pierre? À quoi bon ces caryatides? Une colonne est-elle destinée à faire la fonction d'un homme, ou un homme a-t-il jamais été destiné à faire l'office d'une colonne dans l'angle d'un vestibule? Pourquoi imite-t-on dans les entablements des objets naturels? Qu'importe que dans cette imitation les proportions soient bien ou mal observées. Si l'utilité est le seul fondement de la beauté, les bas-reliefs, les cadelures, les vases et en général tous les ornements deviennent ridicules et superflus. Mais le goût de l'imitation se fait sentir dans les choses dont le but unique est de plaire, et nous admirons souvent des formes, sans que la notion de l'utile nous y porte. Quand le propriétaire d'un cheval ne le trouverait jamais beau que quand il compare la forme de cet animal au service qu'il prétend en tirer, il n'en est pas de même du passant, à qui il n'appartient pas. Enfin, on discerne tous les jours de la beauté dans les fleurs, des plantes et mille ouvrages de la nature dont l'usage nous est inconnu. Je sais qu'il n'y a aucune des difficultés que je viens de proposer contre le système que je combats, à laquelle on ne puisse répondre, mais je pense que ces réponses seraient plus subtiles que solides. Il suit de ce qui précède que Platon s'étant moins proposé d'enseigner la vérité à ses disciples que de désabuser ses concitoyens sur le compte des sophistes, nous offre dans ses ouvrages à chaque ligne des exemples du beau, nous montre très bien ce que ce n'est point, mais ne nous dit rien de ce que c'est. Que saint Augustin a réduit toute beauté à l'unité ou au rapport exact des parties d'un tout entre elles et au rapport exact des parties d'une partie considérée comme tout, et ainsi à l'infini, ce qui me semble constituer plutôt l'essence du parfait que du beau. Que Wolf a confondu le beau avec le plaisir qu'il occasionne, et avec la perfection, quoiqu'il y ait des êtres qui plaisent sans être beaux, d'autres qui sont beaux sans plaire. Que tout être soit susceptible de la dernière perfection, et qu'il y en ait qui ne sont pas susceptibles de la moindre beauté. Tels sont tous les objets de l'odorat et du goût, considérés relativement à ses sens. Que Crouzas, en chargeant sa définition du beau, ne s'est pas aperçu que plus il multipliait les caractères du beau, plus il le particularisait, et que s'étant proposé de traiter du beau en général, il a commencé par en donner une notion qui n'est applicable qu'à quelques espèces de beau particuliers. Que Hutcheson, qui s'est proposé deux objets, le premier d'expliquer l'origine du plaisir que nous éprouvons à la présence du beau, et le second de rechercher les qualités que doit avoir un être pour occasionner en nous ce plaisir individuel, et par conséquent nous paraître beau, a moins prouvé la réalité de son sixième sens, que fait sentir la difficulté de développer sans ce secours la source du plaisir que nous donne le beau, et que son principe de l'uniformité dans la variété n'est pas général, qu'il en fait aux figures de la géométrie une application plus subtile que vraie, et que ce principe ne s'applique point du tout à une autre sorte de beau, celui des démonstrations des vérités abstraites et universelles. Que le système proposé dans l'essai sur le mérite et sur la vertu, où l'on prend l'utile pour le seul et unique fondement du beau, est plus défectueux encore qu'aucun des précédents. Enfin, que le père André, jésuite, ou l'auteur de l'essai sur le beau, est celui qui jusqu'à présent a le mieux approfondi cette matière, en a le mieux connu l'étendue et la difficulté, en a posé les principes les plus vrais et les plus solides, et mérite le plus d'être lu. La seule chose qu'on pût désirer peut-être dans son ouvrage, c'est de développer l'origine des notions qui se trouvent en nous, de rapport, d'ordre, de symétrie, car du ton sublime dont il parle de ces notions,
On ne sait s'il est croix acquise et factice ou s'il est croix innée, mais il faut ajouter en sa faveur que la matière de son ouvrage, plus oratoire encore que philosophique, l'éloignait de cette discussion dans laquelle nous allons entrer. Nous naissons avec la faculté de sentir et de penser. Le premier pas de la faculté de penser, c'est d'examiner ces perceptions, de les unir, de les comparer, de les combiner, d'apercevoir entre elles des rapports de convenance et disconvenance. Nous naissons avec des besoins qui nous contraignent de recourir à différents expédients, entre lesquels nous avons souvent été convaincus par l'effet que nous en attendions et par celui qu'il produisait, qu'il y en a de bons, de mauvais, de prompts, de courts, de complets, d'incomplets. La plupart de ces expédients étaient un outil, une machine ou quelque autre invention de ce genre. Mais toute machine suppose combinaison, arrangement de parties tendantes à un même but. Voilà donc nos besoins et l'exercice le plus immédiat de nos facultés qui conspire aussitôt que nous naissons à nous donner des idées d'ordre, d'arrangement, de symétrie, de mécanisme, de proportion, d'unité. Toutes ces idées viennent des sens et sont factices, et nous avons passé de la notion d'une multitude d'êtres artificiels et naturels, arrangés, proportionnés, combinés, symétrisés, à la notion positive et abstraite d'ordre, d'arrangement, de proportion, de combinaison, de rapport, de symétrie, et à la notion abstraite et négative de disproportion, de désordre et de chaos. Ces notions sont expérimentales comme toutes les autres. Elles nous sont aussi venues par les sens. Il n'y aurait point de Dieu que nous ne les aurions pas moins. Elles ont précédé de longtemps en nous celle de son existence. Elles sont aussi positives, aussi distinctes, aussi nettes, aussi réelles que celles de longueur, largeur, profondeur, quantité, nombre, comme elles ont leur origine dans nos besoins et l'exercice de nos facultés. Y eut-il sur la surface de la terre quelques peuples dans la langue duquel ces idées n'auraient point de nom, elles n'en existeraient pas moins dans les esprits d'une manière plus ou moins étendue, plus ou moins développée, fondée sur un plus ou moins grand nombre d'expériences, appliquées à un plus ou moins grand nombre d'êtres. Car voilà toute la différence qu'il peut y avoir entre un peuple et un autre peuple, entre un homme et un autre homme, chez le même peuple. Et quelles que soient les expressions sublimes dont on se serve pour désigner les notions abstraites d'ordre, de proportion, de rapport, d'harmonie, qu'on les appelle, si l'on veut, éternelles, originales, souveraines, règles essentielles du beau, elles ont passé par nos sens pour arriver dans notre entendement, de même que les notions les plus viles, et ce ne sont que des abstractions de notre esprit, mais à peine l'exercice de nos facultés intellectuelles et la nécessité de pourvoir à nos besoins par des inventions, des machines, eurent-ils ébauché dans notre entendement les notions d'ordre, de rapport, de proportion, de liaison, d'arrangement, de symétrie, que nous nous trouvâmes environnés d'êtres où les mêmes notions étaient pour ainsi dire répétées à l'infini. Nous ne pûmes faire un pas dans l'univers sans que quelque production ne les réveillât. Elles entrèrent dans notre âme à tout instant et de tous côtés. Tout ce qui se passait en nous, tout ce qui existait hors de nous, tout ce qui subsistait des siècles écoulés, tout ce que l'industrie, la réflexion, les découvertes de nos contemporains produisaient sous nos yeux, continuaient de nous inculquer les notions d'ordre, de rapport d'arrangement, de symétrie, de convenance, de disconvenance. Et il n'y a pas une notion, si ce n'est peut-être celle d'existence, et qui ait pu devenir aussi familière aux hommes que celle dont il s'agit. S'il n'entre donc dans la notion du beau, soit absolu, soit relatif, soit général, soit particulier, que les notions d'ordre, de rapport, de proportion, d'arrangement, de symétrie, de convenance, de disconvenance, ces notions ne découlant pas d'une autre source que celle d'existence, de nombre, de longueur, largeur, profondeur, et une infinité d'autres sur lesquelles on ne conteste point. On peut, ce me semble, employer les premières dans une définition du beau, sans être accusé de substituer un terme à la place d'un autre, et de tourner dans un cercle vicieux. Beau est un terme que nous appliquons à une infinité d'êtres, mais quelque différence qu'il y ait entre ces êtres, il faut ou que nous fassions une fausse application du terme beau, ou qu'il y ait dans tous ces êtres une qualité dont le terme beau soit le signe. Cette qualité ne peut être du nombre de celles qui constituent leurs différences spécifiques, car où il n'y aurait qu'un seul être beau, ou tout
tout au plus qu'une seule belle espèce d'être. Mais entre les qualités communes à tous les êtres que nous appelons beaux, laquelle choisirons-nous pour la chose dont le terme beau est le signe? Laquelle? Il est évident, ce me semble, que ce ne peut être que celle dont la présence les rend tous beaux, dont la fréquence ou la rareté, si elle est susceptible de fréquence et de rareté, les rend plus ou moins beaux, dont l'absence les fait cesser d'être beaux, qui ne peut changer de nature sans faire changer le beau d'espèce, et dont la qualité contraire rendrait les plus beaux désagréables et laids, celle en un mot par qui la beauté commence, augmente, varie à l'infini, décline et disparaît. Or, il n'y a que la notion de rapport capable de ces effets. J'appelle donc beau, hors de moi, tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement l'idée de rapport, et beau par rapport à moi, tout ce qui réveille cette idée. Quand je dis tout, j'en accepte pourtant les qualités relatives au goût et à l'odorat, quoique ces qualités puissent réveiller en nous l'idée de rapport. On n'appelle point beaux les objets en qui elles résident, quand on ne les considère que relativement à ces qualités. On dit un mets excellent, une odeur délicieuse, mais non un beau mets, une belle odeur. Lors donc qu'on dit voilà un beau turbo, voilà une belle rose, on considère d'autres qualités dans la rose et dans le turbo que celles qui sont relatives au sens du goût et de l'odorat. Quand je dis tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement l'idée de rapport, ou tout ce qui réveille cette idée, c'est qu'il faut bien distinguer les formes qui sont dans les objets et la notion que j'en ai. Mon entendement ne met rien dans les choses et n'en note rien. Que je pense ou ne pense point à la façade du Louvre, toutes les parties qui la composent n'en ont pas moins telle ou telle forme et tel ou tel arrangement entre elles. Qu'il y ait des hommes ou qu'il n'y en eût point, elles n'en seraient pas moins belles, mais seulement pour être des êtres possibles, constitués de corps et d'esprit comme nous, car pour d'autres, elles pourraient n'être ni belles ni laides, ou même être laides, d'où il s'ensuit que, quoi qu'il y ait point de beau absolu, il y a deux sortes de beau par rapport à nous, un beau réel et un beau aperçu.